malgré les coûts engendrés par les incendies de Yom Ha'atzmaut, le missile à côté de l'aéroport et la nouvelle opération à Gaza, les chars de Gideon, la bourse israélienne a des records historiques pratiquement chaque jour. Pendant ce temps-là, l'Institut des statistiques publie pour Yom Ha'atzmaut des statistiques qualitatives très surprenantes et encourageantes. C'est le moment de retrouver la revue de la presse économique avec le docteur Daniel Guggenheim que nous accueillons chaque semaine sur le plateau. Bonjour Daniel. Bonjour. On va commencer aujourd'hui avec les conséquences économiques des incendies, les conséquences économiques du missile qui a été tiré par les Houthis sur notre aéroport et bien sûr la nouvelle opération sur Gaza qui s'appelle Gédéon, en hébreu ou Gédéon. Voilà, on voudrait savoir s'il va y avoir des impacts. On imagine que oui. Oui, tout à fait. D'abord, malheureusement, au niveau des coûts, concernant les incendies qu'on a vus, surtout à côté de Jérusalem, et dont, en tout cas, nous, à Jérusalem, on a beaucoup souffert, à part, d'ailleurs, point de vue physique, je parle de santé, c'était très, très polluant et très, très dur à supporter ces jours-là. Il y a eu un coût économique qui est estimé pour l'instant, même j'ai vu des chiffres assez impressionnants, de 7 milliards de shekels. C'est 12 000 dunams qui ont brûlé. C'est quelque chose d'impressionnant. Il faudra tout ça, quand on est bon, on dit ça passe shikoum, ça veut dire réinstaller, refaire toutes ces forêts. Ça va coûter énormément d'argent. Et donc, bien sûr, c'est un appel ici qu'on fait, qui est logique aux gens, mais maintenant, c'est une période où il y a de toute façon un dérèglement climatique. Il faudra faire très attention et on demande aux gens de faire très attention lorsqu'ils vont faire des pique-niques. Mais c'est des coûts très énormes. Les gens se demandent d'ailleurs, il y a des gens, vous avez sûrement les gens, nos auditeurs et téléspectateurs ont vu les gens malheureusement sortir des voitures, etc. On peut se demander comment ces gens vont être indemnisés. Alors, la loi dit en Israël la chose suivante. S'il s'agit de quelque chose de terrorisme, de guerre, alors c'est ce qu'on appelle en hébreu masrechouch, c'est-à-dire l'État, les impôts qui ont prévu. Il y a de l'argent qui est prévu toujours, bien entendu, malheureusement pour ça, et qui servira à ça. Si ce n'est pas ça, ce sont les compagnies d'assurance qui l'ont fait. Vu ce que, donc je parle pour les incendies, ce qui semble se dessiner, c'est que c'est un acte de terrorisme. Et donc dans ce cas-là, apparemment, c'est les impôts qui, à la fin, l'État donc qui remboursera. Et je pose, par exemple, pour les voitures hautes, que les gens doivent de toute façon aller directement face à leur compagnie d'assurance ou autre. Tous les gens qui ont eu des biens qui étaient assurés doivent d'abord aller vers la compagnie d'assurance et à ce moment-là, ils vont être indemnisés. Ça, c'est une première chose que vous avez dit. Le deuxième problème qu'on a eu, c'est, je voudrais d'ailleurs avant le missile, parce que bien que la fête, c'est ce qu'on appelle les chars de Gédéon que vous avez dit, c'est la nouvelle dire de Gaza. Ça, c'est-à-dire c'est quelques mois que on pense qu'il y aura une guerre, ce qu'on appelle plus forte à Gaza, comme le gouvernement l'a dit, de conquérir tout Gaza. Et ça, il y a des coûts indirects et indirects. C'est-à-dire, il y a des gens maintenant qui ont été en réservistes, qui ont été malheureusement mobilisés pour agir. Malheureusement, pas pour la première fois. Ce sont des gens qui ont fait déjà des dizaines de jours. Et c'est très, très dur. Et ça, c'est un coût que, bien sûr, l'État devra prendre, direct et indirect, et ce qu'on connaît, quoi, par le coût affectif et autres. Et ça, c'est des chiffres très impressionnants que j'ai vus, c'est plusieurs dizaines de milliards de shekels. J'ai vu même, il me semble, un chiffre de jusqu'à 40 milliards de shekels. Je parle pour toute la période, quoi. Et donc, c'est très, très impressionnant. Troisième sujet que maintenant, on est vraiment dedans, depuis le milieu de la semaine, c'est encore pire, ça a été les missiles à côté de l'aéroport, qui fait immédiatement le fait que les grandes compagnies aériennes en Europe et dans le monde, plus également les compagnies low cost, ont immédiatement arrêté leur vol vers Israël. Et donc, à part la pagaille que ça fait, immédiatement, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? De faire augmenter énormément le prix des billets et tout qui était déjà très cher. Oui, mais les low cost étaient venus, on en avait parlé ici avec des propositions. Il y avait maintenant des gens qui pouvaient voyager en Europe pour moins de $30, pour même moins $15. Et là, à condition de s'y prendre bien à l'avance. Non. Encore une fois, ça avait été des trucs qui avaient été comme ça mis parce que ils voulaient revenir. Donc il y avait beaucoup de place. Malheureusement, à cause de ce qui s'est passé, même les grandes compagnies ne peuvent plus assurer israéliennes ou autres, et même celles qui restent étrangères parce que ils sont pleins jusqu'en fin avril début mai. Donc il y a un très très grand problème de ça. Et bien entendu, et ça, pourquoi je voulais parler maintenant de ça, ça a eu comme conséquence pour El Al et Israël, qui sont à la bourse d'Israël, énormément d'augmentation de leurs cours. Et donc c'est
ça est la première réaction épidermique qu'il y a eu et ce qu'on peut voir. Mais on pourrait s'étonner, c'est de deux choses. D'abord, le shekel est resté assez stable, c'est-à-dire nous avons un dollar qui est même cette semaine, si on parle, en dessous de 3,60, ce qui est assez rare ces derniers temps, et un euro même qui c'est au-dessous de 4 shekels 10, alors qu'on l'a vu près de 4 shekels 30. Et surtout, pratiquement tous les jours, la bourse israélienne est à des records historiques. C'est la première bourse du monde, je dis bien, qui a réussi, dont la rentabilité par rapport à Trump, depuis que Trump a fait ses problèmes, quand on a parlé souvent ici le jour de la douanière, je parle, qui a foutu la pagaille dans le monde financier. Et beaucoup de bourses ont été affectées, surtout américaines d'ailleurs, mais même européennes, tandis que la bourse israélienne s'est vite ressaisie et c'est la plus rentable depuis ce moment-là. Je dis pas depuis le début de l'année. Et alors que la bourse américaine, par exemple, a encore 4-5% de moins, la bourse israélienne, il y a certains indices phares qui sont à 10 à 20% de plus depuis le début de l'année. Donc, c'est impressionnant. Et on peut se demander pourquoi. Alors, premièrement, on dit, ça c'est très intéressant, c'est que les investisseurs étrangers reviennent vers la bourse de Tel Aviv. Parce que la bourse américaine maintenant est moins attractive, on le voit parce qu'il y a l'incertitude surtout que continue à faire Trump au point de vue économique. Et donc, une bourse, quelque chose qui est moins pagailleux, où il y a des règles et des choses comme ça, comme la bourse israélienne, et qui a derrière elle une force économique assez importante dont on parle souvent ici, fait que la bourse israélienne continue, comme j'ai dit, à voir chaque jour des records. Ça, c'est une première chose. Et donc, ce qu'il faut surtout, à mon avis, ajouter, c'est la chose suivante. C'est que les investisseurs israéliens et étrangers se disent, en fait, même au maximum de ce qui se passe maintenant, ils vont toujours en anticipation. Ça sera pas pire que la situation qui était lorsqu'il y avait la guerre à Gaza et qu'on a vu qu'en fait, Israël, point de vue économique, a réussi à résister. Je parle pas les premiers mois où ça a été extrêmement dur, quoi. Les 3 premiers mois, on n'est plus dans ce cas-là. Et donc, dans ce cas-là, eux, ce qu'ils voient, c'est apparemment, par anticipation, le fait que dans 6 mois, on a parlé d'octobre, quelque chose comme ça, que le gouvernement israélien se fixe pour terminer la guerre. C'est peut-être ça qu'ils voient aussi. Donc, la force économique d'Israël, on le voit, augmentation très importante de la consommation, de la croissance et des choses comme ça. Sur quoi, alors? Sur le fait qu'il y a une résistance de l'économie. Israël est un pays qui est totalement en guerre et donc il arrive très très bien à s'adapter à toutes les situations et ce que ne font pas d'autres pays qui sont des pays beaucoup moins dynamiques comme les États-Unis ou l'Europe. Bon, alors puisqu'on parlait de la bourse, on va continuer en parlant de la monnaie, notamment du billet de 200 shekels. Alors on a beaucoup entendu que arrêter de fabriquer ce billet de 200 shekels pourrait anéantir le Hamas, en tout cas d'un point de vue économique. On n'en entend plus parler. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? On disait même plus que arrêter d'en faire, c'est supprimer complètement. Oui. Dans le sens même ce qui existe. Alors, une des propositions d'ailleurs était pas de supprimer tous les billets de 200 shekels, mais tous ceux qu'on sait que le Hamas a, parce qu'ils disent que ils ont une possibilité, certains prétendent, de savoir quels étaient les numéros qui sont maintenant chez le Hamas. Et donc, si on dit que votre monnaie n'existe plus, alors le Hamas n'a plus les moyens de se financer et de payer ses terroristes, etc. Donc, on pourrait apparemment, c'est une idée séduisante. Maintenant, en Israël, celui qui décide de ce qui se passe au niveau des billets de banque et des monnaies, c'est la prérogative de la Banque d'Israël. C'est normal que la loi dit ça, parce que c'est quand même lui qui est chargé de savoir, de voir les conséquences de chaque mesure à ce niveau-là. Et donc, il y a peut-être au niveau de la Banque d'Israël, j'ai vu des opinions divergentes, mais lui, il est totalement contre. Le directeur de la Banque d'Israël est totalement contre. Et je vais expliquer sa position et qui a fait d'ailleurs qu'à mon avis, on est descendu du sujet. Premièrement, il dit, lorsque on change une monnaie, c'est-à-dire qu'on décide que des billets ne sont plus valables ou des choses comme ça, ça fait un peu la pagaille. Et au niveau une monnaie, c'est une confiance. Et quand on commence à changer des règles du jeu et à dire ça marche plus et tel numéro pas, c'est très très compliqué. Et aussi pratiquement quand vous allez faire, même si c'était vrai, vous allez dire que tel numéro c'est pas, vous voyez maintenant le monsieur dans un marché, vous commencez à vérifier si le billet qu'on est en train de lui donner est un billet qu'on peut recevoir ou pas. C'est quelque chose de très très dur. Alors personne ne recevra plus aucun billet en disant peut-être c'est le billet qui est interdit. Et des applications, des choses comme ça, c'est pas évident que ça résoudrait le problème. Et troisièmement,
Là, il n'est pas évident non plus que les billets qu'on pensait être chez les Hamas ce sont toujours parce que peut-être ils les ont donnés à d'autres personnes, etc. Donc c'est quelque chose, une monnaie, c'est quelque chose qui circule énormément. Et donc tout ça prête pour rien du tout. Et c'est pour ça que c'est pas une bonne solution et que ça sera pas, à mon avis, n'a pas été retenu. Mais ce qui est intéressant à ce niveau-là, je voudrais dire quand même, c'est que Israël, je crois que c'est le seul pays au monde où une entité ennemie à nous utilise notre monnaie. Ça veut dire qu'il y a confiance. Ça n'est pas ça dans nos pays, par exemple, en euros, dans des pays qui limitrophes les pays de l'Europe, qui sont pas dans la zone qu'on appelle l'économie de l'euro. Ils ont leur propre monnaie, mais ils acceptent l'euro. C'est normal parce que c'est des amis. Mais là, il s'agit d'une entité qui ne veut pas de nous, mais qui en fait voit que nous sommes une entité économique importante et qu'en vérité, c'est les seuls où ils pourront avoir commerce. Et ils auraient pu accepter le dinar égyptien, non. Ils ont dit, en fait, c'est le seul économie qu'on voit, c'est Israël. C'est intéressant de voir ça. On marche sur la tête. C'est quelque chose de renversant. Vraiment, complètement. C'est voir la chose suivante. Et une dernière chose, je veux dire à ce sujet, si vraiment on veut lutter contre le terrorisme, et ça a été démontré par les sociétés israéliennes du high-tech, que le 7 octobre n'a pu être permis que par la crypto-monnaie. Ben oui, que par le fait que sa crypto-monnaie est une monnaie qui est moins contrôlée que les autres et que l'Iran ou d'autres, les groupes terroristes du monde entier l'utilisent justement parce qu'elle n'est pas contrôlée par les autorités internationales pour le blanchiment d'argent. Et donc, si Israël renforçait, au lieu elle fait le contraire d'ailleurs, renforçait le contrôle ou même interdisait la crypto-monnaie, ça serait beaucoup mieux pour lutter contre le terrorisme que ce genre de monnaie. D'ailleurs, c'est pour ça que le sujet n'est plus du tout actuel. Voilà. Alors on va continuer avec les cartes de crédit. Alors les cartes de crédit sont-elles un piège pour nous consommateurs, notamment avec les crédits revolving? Tout à fait. La Banque d'Israël a fait des inspections pendant 1 an sur les cartes de crédit et elle a voulu publier une étude qui donne les conclusions de ces enquêtes-là. Elle dit la chose suivante. D'abord, justement, ces crédits revolving que vous avez dit représentent une somme énorme. 6,2 milliards de shekels. Ils disent c'est 4,6% de toute la crédit en consommation, donc des chiffres importants. Et d'ailleurs, il dit, ce crédit revolving roulant est donné à 90% par les cartes de crédit. Qu'est-ce qui gêne à la Banque d'Israël? La chose suivante. Le coût. Le coût, il faut savoir, de ces crédits revolving, il faut d'abord expliquer, j'aurais dû le faire, qu'est-ce que c'est ce crédit roulant? On dit aux gens, vous savez, vous voulez toujours payer le même somme chaque mois, vous pouvez décider 50, 100 shekels, 500 shekels, 1000 shekels, décidez quelle somme vous voulez payer. Et quoi que ça sera vos achats du mois, même si on fait plus ou moins, toujours vous payerez la même somme. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ouais, sauf que la conséquence, elle coûte très très cher. C'est très séduisant et en plus ça pousse les gens à dire mais qu'est-ce que ça peut me faire? De toute façon, si c'est la même chose que je vais payer chaque mois, donc c'est bien. Et ils ne se rendent pas compte qu'en vérité, si ils augmentent leur consommation et s'ils payent pas leurs dettes beaucoup moins puisque ça augmente, alors et c'est à 16%, ça fait qu'augmenter très très fort le montant de la dette qu'il aurait à payer. Ouais, le coût du crédit est énorme. Et c'est quelque chose qui est bien pour les compagnies de crédit, les cartes de crédit, mais catastrophique pour eux. Et donc c'est ça qu'ils ont voulu alerter. Maintenant, une autre chose qu'ils ont dit, regardez, si quelqu'un dit, je veux avoir une cigarette à la banque, vous savez, ça veut dire qu'on a une minus qu'on peut avoir. Ça, ils disent, en moyenne, la Banque d'Israël, c'est 14%. Et le prix, eux, ils disent que le prix moyen d'un prêt à la consommation, je pense qu'ils sont indulgents pour les banques, mais la Banque d'Israël dit c'est 9%. J'ai vu des chiffres à 12%. Mais de toute façon, c'est moins que ces 16%-là. Donc, c'est le pire, en fait, des choses. Et c'est un piège, comme on a dit, de penser, et c'est illusoire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont pas aimé? C'est qu'ils ont vu des conversations et la façon dont on présentait ça aux gens. Et ils ont dit, mais vous ne parlez pas là-bas du coût pour les gens. Vous éludez ce problème et vous parlez justement de l'attractivité de fait de payer pas tellement par mois, quelle que soit la façon dont vous allez consommer. Et ils ont dit, donc c'est très très grave. Et ils demandent aux cartes de crédit de changer totalement leur façon de faire, surtout leur façon de présenter les choses et de ne dire qu'une partie de la vérité. En fait. Ils ont parlé de pratiques
commerciale problématique. Un peu abusif, on pourrait limite abusive. Voilà. Et donc je pense que c'est aussi un alerte qu'ils font sur les cartes de crédit en disant nous avons vu ça. Si vous ne changez pas de façon cardinale les choses, à mon avis, après les amendes vont venir et donc les mesures beaucoup plus coercitives. Bon, on verra. En tout cas, c'est un sujet dont nous reparlerons sûrement. On le sait, Yom Ha'atzmaut vient de se terminer, 77 ans pour l'État d'Israël, et c'est aussi l'occasion de faire quelques statistiques sur la qualité de la vie, sur la satisfaction des gens qui vivent ici. Donc des statistiques quantitatives, mais aussi qualitatives, et donc, elles sont surprenantes cette année. Oui, j'ai vu dans la presse financière et même à Qualita parler d'une partie statistique, surtout les quantitatives, mais j'ai pas vu la qualitative dont on nous en parle immédiatement. En ce qui concerne les quantitatives, je voudrais quand même rappeler 2-3 chiffres très intéressants. D'abord qu'on est plus de 10 millions d'habitants, 10 94 000, c'est 135 000 de plus l'année prochaine. Ça veut dire 0,9%, alors que l'OCDE c'est 0,5%. On est bien au-dessus des pays développés. Même j'ai entendu qu'en France il y a plus maintenant de mortalité que natalité, donc c'est vraiment par ça pour Israël, point de vue population, c'est une population jeune, un tiers des gens ont moins de 20 ans, donc c'est vraiment pour l'avenir. Et on parle en 2048, c'est pour les 100 ans, on parle d'une population d'Israël qui dépasserait les 15 millions d'habitants, donc c'est vraiment quelque chose de dynamique. D'ailleurs, ça explique ce que vous avez dit depuis l'émission concernant la force économique d'Israël, c'est aussi ça, une population jeune, dynamique, et donc ça pousse à la croissance économique. Dedans, il y a 70% de juifs, il y a plus de 7 millions de juifs qui habitent en Israël. Quand on estime que la population juive globale est autour de 15 millions, encore une fois, on est très gentil. Israël compris. Oui, en Israël compris. Et donc, pour la première fois, sans doute, on va atteindre bientôt le fait qu'il y aura de toute façon plus de juifs en Israël qu'ailleurs, même si on est très très large pour ce qu'on appelle juifs, surtout aux États-Unis. Donc ça, c'était point de vue quantitatif que je voulais dire. Point de vue, et dernier, je voulais dire une chose très intéressante à ce niveau-là. Les statistiques ont voulu souligner le fait que la population israélienne depuis 48 jusqu'à maintenant a été multipliée par 12,5. Donc c'était très important pour le dire. Maintenant, pour revenir à la quantitative, qui est quelque chose de très intéressant. Les chiffres sont impressionnants et moi-même m'ont étonné. C'est pour ça que je les relus à 2 fois. 91% sont satisfaits de leur vie ici. Alors, vu qu'on est complètement en guerre, c'est très étonnant. 67% sont contents de la situation économique. Alors qu'on n'arrête pas, quand je fais ici une chronique qui est plus mesurée, souvent on me dit, mais vous êtes trop optimiste. Apparemment, 67% des gens se sentent bien. Si, à mon avis, on verrait ça dans les autres pays, en France ou autre, on n'aurait pas les mêmes chiffres. 92% des employés sont contents de l'endroit où ils travaillent. Ils travaillent pas tous à Qualita. 83% se sentent en bonne santé. 94% savent sur qui compter s'ils ont un coup dur. Ça veut dire solidarité. Ouais, toujours. On parle aussi de tout ça. C'est un peu la caractéristique du pays. 96% sont contents de leur famille. C'est aussi quelque chose de spécial. 78% des gens disent ne pas se sentir seuls, alors qu'on sait qu'il y a des gens isolés, mais apparemment, même les qu'on croit. Et enfin, 56% des gens sont optimistes sur l'avenir. C'est quand même bien après 1 an et demi. C'est plus que la moyenne, c'est déjà pas mal. On va se contenter de ce chiffre-là pour terminer. En tout cas, merci pour ces éclaircissements et ces précisions. C'est toujours intéressant de voir le côté économique d'une situation. Le volet économique en dit long sur ce que nous vivons et c'est toujours passionnant de vous entendre. Voilà, merci Daniel. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.